Bonjour à tous, bienvenue dans cette session sur la décarbonation et la maîtrise des risques liés au climat dans votre chaîne d'approvisionnement. Je suis Emilie Albérolin, directrice d'EcoAct Europe du Sud, et je vais modérer cette table ronde qui vise à parler concret. On aurait pu faire une présentation d'une méthodologie détaillée sur le scope 3, les outils, sur la décarbonation de la chaîne de fournisseurs. Mais nous sommes convaincus que le partage d'expériences, le partage des bonnes pratiques apporte de la valeur de l'action. Et nous avons la chance d'avoir rejoint le groupe Schneider Electric EcoAct en fin d'année 2023 et d'avoir rejoint une entreprise qui évidemment a été reconnue pour tous ses engagements et toutes ses bonnes pratiques et ses résultats en matière de sustainability cette année 2024. Le magazine Time a placé Schneider Electric en première place parmi les 500 entreprises les plus grandes au monde sur l'enjeu de sustainability pour avoir permis de réduire 600 millions de tonnes de CO2 économisées ou évitées grâce notamment à leur programme de fournisseurs, d'engagement de fournisseurs. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir aussi avoir cette expérience, ce retour de bonnes pratiques, de mise en œuvre pour accompagner l'ensemble des clients que nous accompagnons déjà. Alors pour illustrer en pratique sur comment faire sauter les verrous, comment passer les obstacles sur cet enjeu de décarbonation et de résilience de la chaîne d'approvisionnement, et pour partager cette expérience opérationnelle réussie, j'ai le plaisir de donner aussi la parole dans cette session à Arnaud Boulbès, consultant chez EcoAct, sur l'engagement des chaînes de valeur, et puis le plaisir de rencontrer et d'avoir l'occasion d'avoir ce partage d'expérience avec Cam Tao Nguyen-Thi, donc de chez Schneider Electric, et vous êtes experte dans l'équipe achat responsable et vous êtes en charge du déploiement du programme d'engagement fournisseur en Europe. Alors, hop, il y a ceci. Donc, quelques mots juste sur EcoAct. Évidemment, je vous informer que EcoAct avait rejoint cette maison Schneider reconnue pour ses engagements et ses résultats en matière de sustainability. Donc EcoAct est un cabinet de conseil depuis une vingtaine d'années sur le sujet. Et ça nous donne l'occasion de renforcer, l'opportunité de renforcer notre capacité d'accompagnement de nos clients dans leur transformation durable, dans leur transformation au service de la durabilité. On combine 4 forces, le conseil et la stratégie, évidemment, la capacité de développer des outils, de gérer les données inhérentes à tous ces enjeux liés à la durabilité, des solutions concrètes pour opérationnaliser évidemment des stratégies, et puis la dimension internationale qui est évidemment importante, majeure même, dès lors qu'on parle de chaîne d'approvisionnement et de fournisseurs. Donc c'est une opportunité vraiment de rentrer et d'accélérer sur ces enjeux liés à l'énergie, au climat et au vivant, à la nature, puisqu'EcoAct travaille aussi sur la biodiversité et des sujets en lien avec la contribution climatique. Alors en termes de... C'était pas le bon bouton. En termes d'agenda et de discussion sur cette session, on aura 3 temps. Un premier temps sur comment faire sauter les verrous, pour trouver les clés pour gérer cette complexité dans vos chaînes d'approvisionnement et faire face aux enjeux de la durabilité. Et puis on aura un temps d'échange avec un retour d'expérience, avec l'expérience de l'approche de Schneider, votre programme d'engagement fournisseur et sa mise en œuvre. Et puis on aura un temps aussi de questions-réponses, ce qui est évidemment important aussi et qui a de la valeur et précieux dans le débat pour savoir quels sont les commentaires et les questionnements qui sont au sein de vos entreprises sur ce sujet des chaînes d'approvisionnement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et passer sur le sujet des verrous, quels sont les obstacles et comment on les dépasse, quelques mots d'introduction sur revenir sur vraiment le contexte général de cet enjeu, de la complexité des chaînes de valeur et comment ces enjeux de durabilité se posent. Donc évidemment, les organisations ne peuvent plus se penser en dehors de leur chaîne de valeur. Évidemment, quand on parle d'engagement, d'objectifs, de trajectoire de décarbonation crédible et alignée à la science, on s'aperçoit que, évidemment, ne s'engager que uniquement sur le scope 1 et 2 n'a pas de sens, puisque en moyenne, on observe que quels que soient les secteurs, 75% des émissions sont liées au scope 3, amont et aval, donc les clients et les fournisseurs, et qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus faire cette impasse de ne pas travailler dans leur écosystème, évidemment complexe, évidemment dynamique, mais l'interdépendance est forte dès lors qu'on parle d'engagement sur la question de la décarbonation.
Sur le sujet de la résilience, de la maîtrise des risques également, on est dans une très forte indépendance et puis et faire l'impasse sur les chaînes d'approvisionnement avec ses fournisseurs n'a plus de sens puisque aujourd'hui construire des stratégies d'adaptation, c'est évidemment considérer tous les impacts physiques de transition, mais physiques évidemment sur les chaînes d'approvisionnement en lien notamment avec les matières végétales. On travaille avec le secteur du textile et les aléas climatiques qui affectent le rendement des matières végétales telles que le coton est importante. La question de l'approvisionnement des activités minières pour toutes les activités, notamment technologiques, est clé dès lors qu'il y a des stress hydriques ou des sécheresses qui impactent ce flux d'approvisionnement. Et de la même manière, sur le transport, on a aussi de nombreux exemples sur l'impact des aléas physiques climatiques qui affectent le business et la capacité de faire du transport. Pour les organisations, évidemment, ça a un impact fort. Je vous parlais d'adaptation, je vous parlais de décarbonation, mais évidemment, le sujet des chaînes d'approvisionnement, la question des fournisseurs monte à l'agenda au sein des organisations aussi par la voie de la réglementation. Alors, il ne vous aura pas échappé que très prochainement, on a des réglementations qui vont se mettre en œuvre, notamment la CSRD. Alors, je ne sais pas si sur la planète, il y a encore une personne qui n'a jamais entendu parler de la CSRD. En tout cas, si cette personne est dans la salle, nous sommes là pour l'informer du sujet. Donc la CSRD, dès janvier 2025, va imposer aux entreprises d'avoir du reporting sur leurs risques, l'ensemble de l'impact sur la durabilité, tous les enjeux au sein de sa chaîne de valeur. De la même manière, l'année suivante, en 2026, on a une nouvelle directive adoptée cette année qui concerne le droit de vigilance. Et donc les entreprises, au-delà du reporting, doivent aussi s'assurer d'avoir ce droit de vigilance au sein de leur chaîne d'approvisionnement, sur l'ensemble des chaînes commerciales, sur des enjeux de durabilité à nouveau. Et puis il y a d'autres réglementations dans tout ce qu'on appelle le pacte vert, au-delà du reporting et de l'information, qui concerne aussi les chaînes de valeur. Alors on listait aussi ce Carbon Border Adjustment Mechanism qui concerne la tarification sur certaines matières premières entrant en Europe, utilisées par nos industries. Et puis de la même manière, on a aussi la loi maintenant anti-déforestation importée qui considère aussi ces chaînes de valeur. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une dimension stratégique dès lors qu'on parle des chaînes d'approvisionnement. On est sur un enjeu qui s'invite à l'agenda des COMEX, en tout cas qui doit s'inviter, puisque à la hauteur des impacts et du poids de ces émissions sur les chaînes de valeur dans l'entreprise, à la hauteur des impacts business de court terme, mais aussi de moyen et long terme évidemment, et puis la réglementation impose désormais à l'agenda ce sujet des chaînes d'approvisionnement, comment on décarbone, comment on rend ces chaînes d'approvisionnement résilientes. C'est tout l'enjeu de la discussion. Et donc, je vais céder la parole à Arnaud sur ce sujet. Comment on fait sauter les verrous, comment on sécurise. Merci Émilie. Donc avant de laisser parole à Cam et à son retour d'expérience, on va faire un tour d'horizon des verrous qu'on a identifiés au fil de nos expériences avec les clients et puis donner quelques bonnes pratiques qu'on a pu observer ou auxquelles on a pu réfléchir. Donc on a catégorisé ça en trois parties, tout ce qui est lié à l'analyse des sujets de décarbonation ou de résilience, à l'engagement des parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe, et au déploiement des programmes. Donc sur le premier point, on a déjà un enjeu d'expertise, que ce soit en interne, sur les sujets de décarbonation, identifier les bons ordres de grandeur, les bons axes de décarbonation, et piloter la donnée carbone et énergie dans le temps, et auprès des fournisseurs pour apporter cette expertise. Et on a certains exemples de compagnies qui vont même jusqu'à financer, par exemple, des audits sur site, comme l'a fait Philips, à leurs fournisseurs sur les sites prioritaires pour qu'eux aussi aient cette vision de leurs enjeux. On a un second point qui est sur la qualité et la précision des données. Ça a beaucoup été abordé aussi pendant ProDurable, notamment sur la difficulté à avoir un scope 3 pilotable et précis dans le temps. Ici, on a quand même l'avantage avec le GHG Protocol d'avoir 4 méthodologies pour quantifier ces achats. Ces méthodologies vont demander un besoin en données et une difficulté à les tenir dans le temps qui va être croissant. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut adapter la bonne méthodologie, la bonne collecte de données aux besoins, donc bien dimensionner ce qu'on va faire en termes de données pour ne pas se retrouver dans des
des calculs extrêmement longs tous les ans pour les entreprises et ne pas demander tout ce qu'on peut demander aux fournisseurs, hein, sans quoi ils risquent d'être fatigués par les demandes de reporting incessantes. Un troisième point, c'est sur la visibilité au-delà du tiers 1, qui rejoint le point 2 aussi. On a des chaînes de valeur où les enjeux de décarbonation, les enjeux de risque vont être enfouis parfois loin dans les chaînes de valeur, parfois jusqu'à N+20 par rapport aux fournisseurs de rang 1. Ici, on a une seconde logique encore de priorisation pour adresser ces enjeux. Qui dit aller au-delà du tiers 1 dit d'aller soit collaborer directement avec les fournisseurs, soit d'aller parler directement aux fournisseurs de fournisseurs. Ça demande également beaucoup de temps. Unilever, par exemple, le fait un petit peu et a vraiment priorisé cette démarche sur leur matière végétale où ils avaient un enjeu d'aller à la parcelle. On reste dans cet enjeu de priorité. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur orienter son action avec les études scientifiques, les bases de données et une expertise pour se donner les bonnes priorités. On a le second point qui est majeur sur l'engagement. Donc, premièrement, des parties prenantes externes. On a des variétés de profils côté fournisseurs. On a des portefeuilles de fournisseurs extrêmement variés, que ce soit en termes de taille, avec un chiffre de la Banque mondiale qui nous dit que 90% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises, qui vont donc avoir des enjeux différents des grandes entreprises. On a aussi la question de la géographie, simplement la localisation, avec des différences de culture, des différences d'accès aux solutions, par exemple si on parle des énergies renouvelables. On a ensuite un enjeu en interne, d'acculturation, de formation, d'intégration des enjeux décarbonation, des enjeux sécurisation dans les achats. Donc, on a souvent des programmes d'engagement fournisseur quand on parle climat qui partent de la RSE, ou du moins ça a été le cas ces dernières années. Et la RSE a donc un enjeu d'aller faire un pas vers les directions achats pour qu'elles s'en emparent, qu'elles deviennent aussi expertes sur ces sujets et qu'elles soient en capacité de déployer ces programmes. Un troisième point, c'est sur les incentives des fournisseurs. Tout bon programme d'engagement sans le cadre autour et la possibilité pour les fournisseurs de voir ça comme une opportunité et pas seulement comme une contrainte ne fonctionne pas. Donc là, on a beaucoup de choses qui se font sur l'aspect culturel avec des programmes de récompense pour rendre les fournisseurs visibles. Sur l'aspect financier, même si c'est peut-être pas la meilleure idée dès le début, mais de récompense ou de malus en fonction de ce que font les fournisseurs ou d'intégration dans les contrats, donc dans les pratiques achats réellement, de clauses liées au carbone. Et enfin, sur le déploiement, premier constat, c'est qu'on observe un délai entre la formalisation d'objectifs sur le climat, que ce soit de sécurisation ou de décarbonation, et le début du dialogue. Ça se traduit souvent par une certaine peur d'aller voir les fournisseurs avant d'avoir la donnée parfaite, avant d'avoir un bon tableau. Mais ce qu'on observe, c'est que le dialogue avec les fournisseurs va de toute façon remettre en cause les analyses, remettre en cause le plan qu'on s'est donné. Et donc, il faut initier ce dialogue au plus vite. L'ampleur des investissements, qu'ils soient perçus ou réels, parfois juste perçus parce que les premières solutions de décarbonation peuvent ne pas coûter cher, voire déclencher des économies, par exemple si on fait des économies sur l'énergie, ou réels, et il y a un vrai sujet dans certains secteurs de décarbonation coûteuse. Et là, on a beaucoup de solutions qui sont mises en place. Microsoft, par exemple, a fait un partenariat avec une organisation internationale pour trouver des opportunités de financement avec des organismes pour ses fournisseurs. Et le dernier point, donc sur l'organisation et les moyens, on est souvent sur des programmes lourds qui vont demander une gouvernance, des process, des outils adaptés et certaines organisations, et ça me fait une bonne transition avec la partie de CAM, vont jusqu'à donc développer une entité achat durable dédiée à ces sujets, donc au carbone, mais pas seulement au carbone, avec ses profils, son organisation particulière. Et donc, je donne la parole à Cam.
Ok, donc merci Arnaud pour la présentation et puis Émilie aussi. Donc comme je ne suis pas très grande, je ne cache pas l'écran, donc je me permets de rester debout. Alors je m'appelle Cam Thao et puis actuellement je suis experte en achat durable chez Schneider. Je suis en charge de la région Europe. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet important de décarbonation que nous conduisons depuis quelques années avec nos fournisseurs. Donc il s'appelle The Zero Carbon Project. Alors, d'abord pour commencer, en fait, le Zero Carbon Project n'est pas la première initiative en termes de développement durable chez Schneider, parce qu'en fait, notre démarche en développement durable a été commencée déjà il y a 18 ans. Donc, en fait, en 2015, nous avons créé le premier baromètre en développement durable pour suivre et rendre compte de toutes nos actions RSE. Donc, comme vous avez vu, en fait, la baromètre a été évolué au fil des années avec de plus en plus d'éléments RSE qui sont pris en compte. Le nombre de KPI a été augmenté aussi. Et puis, en ce moment actuel, notre programme s'appelle The Schneider Sustainability Impact, ou SSI, qui comporte de 11 KPI global et un KPI local que je vais présenter en détail sur le slide prochain. Donc, en fait, le développement durable est vraiment un engagement stratégique pour Schneider Electric et c'est vraiment un point d'ancrage dans la culture de la société. Donc, tous nos efforts nous ont permis de gagner le prix de meilleur de la société le plus durable au monde en 2014, choisi par le magazine Time et Statista. Alors, donc, juste pour vous présenter rapidement quels sont les éléments qui sont pris en compte dans notre engagement de développement durable actuellement. Donc, en fait, ce sont les KPI pour la période entre 2021 et 2025. Donc, nous sommes en train de préparer pour le KPI 2026-2030 qui va être annoncé dans l'année prochaine. Donc, dans ces KPI-là, en fait, ça comporte tous les éléments. D'abord, bien sûr, avec les éléments concernant le climat, avec le Zero Carbon Project que je vais vous présenter un peu plus tard, mais aussi sur comment on supporte nos clients pour réduire les émissions et aussi la réduction des émissions de nos produits. Il y a aussi des KPI liés à l'utilisation effective des ressources avec les matières vertes et le packaging recyclé. Et aussi des KPI liés à notre principe de confiance, l'égalité homme-femme et l'égalité entre des générations. Donc, il faut savoir que ces KPI-là sont mesurés et audités et les résultats sont publiés tous les trimestres. Et ça fait partie des critères d'évaluation de performance qui va impacter la part variable de 60 000 employés de Schneider autour du monde. Donc, ça donne plus d'encouragement pour tous les salariés à travailler sur le sujet. Donc, parmi ces KPI, il y a 4 KPI qui sont vraiment pilotés par les achats. Donc, il y a le Zero Carbon Project et puis les actions liées à l'achat de matières vertes, l'utilisation de packaging recyclé et aussi une initiative liée à la réduction des risques sur le droit humain. Alors, donc, pour supporter tout cela, on a créé le Sustainable Procurement Framework. Donc, en fait, tout ça, ça permet à clarifier et toutes les priorités en développement durable pour l'équipe des achats. Comme ça, à chaque fois, les collègues des achats, quand ils regardent dans leur mission, ils vont voir que le développement durable est une partie importante à côté des objectifs traditionnels comme la productivité ou la qualité. Donc, notre framework, ça couvre tous les trois topics, environnement, social et bien sûr la gouvernance. On commence avec les 3 initiatives qu'on appelle l'évaluation continue sur ISO 26000, les audits de vigilance et le code de conduite. Après, il y a des projets qu'on appelle plutôt les projets de transformation parce que c'est les sujets un peu nouveaux. Donc, pour environnement, bien sûr, il y a le Zero Carbon Project, la matière verte et le packaging dont je vous ai parlé avant. Il y a aussi un volet compliance pour être s'aligner avec toutes les demandes, les standards internationaux sur REACH, ROHS, le conflit minéral, etc. Il y a des initiatives sur l'amélioration des conditions de travail chez nos fournisseurs pour leurs employés aussi dans leur chaîne de valeur. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le volet gouvernance
qui nous permet vraiment de conduire effectivement toutes ces initiatives. Donc, en fait, on a incorporé tous les critères de ESG, de RSE dans la grille d'évaluation de nos fournisseurs tous les ans pour mesurer la performance et aussi qui va impacter le Business Award pour nos fournisseurs. Alors, donc pourquoi le Zero Carbon Project? Donc d'abord, il faut savoir que Schneider, comme beaucoup d'entreprises en Europe, a pris l'engagement d'avoir le net zéro en 2050 sur toute la chaîne de valeur. Donc pour y arriver, ce n'est pas simple, mais on a défini différentes étapes. Donc entre 2021 et 2025, c'est les trois initiatives qu'on a montrées à l'écran. Donc bien sûr qu'on doit travailler sur nos scope 1, scope 2. Notre objectif en 2025, c'est d'avoir la neutralité carbone sur tous nos sites. Et en bien sûr limitant les offsets. Mais ça ne suffit pas parce que, comme Émilie a parlé, le scope 3 représente une partie très importante. Pour nous, en fait, le upstream, la partie amont, représente 33 fois en termes d'émissions carbone par rapport au scope 1 et 2. Donc, on doit forcément travailler avec nos fournisseurs. Donc, c'est là où on a implémenté le projet Zero Carbon Project. Du côté aval, on travaille aussi pour réduire nos émissions sur les produits et aider nos clients à réduire leurs émissions aussi. Donc pour 2030, on a un objectif ambitieux qui est réduire 25% des émissions absolues sur toute la chaîne de valeur. Ce n'est pas simple, mais nos efforts actuellement sur The Zero Carbon Project et les autres projets vont nous permettre d'y arriver plus facilement. Alors maintenant, entrer dans le Zero Carbon Project. L'objectif ultime du projet, c'est de réduire les émissions Scope 1 et Scope 2 de top 1000 fournisseurs de Schneider Electric en 2025 par rapport à une année de base que les fournisseurs sont libres à choisir. Entre parenthèses, ici, qu'on ne parle pas des émissions absolues, mais les émissions, les intensités carbone mesurées, Scope 1, Scope 2, par unité de chiffre d'affaires. Donc, comme Schneider Electric, nous avons conduit les projets de décarbonation sur nos sites depuis des années. Avec nos expériences, on a identifié 3 étapes importantes pour nos fournisseurs pour la décarbonation. Commençons d'abord avec l'analytique, ça veut dire qu'on mesure les émissions carbone de nos fournisseurs pour identifier les poids importants pour réduire. Deuxième, il faut définir un objectif ambitieux. Pourquoi ambitieux? Parce qu'on sait que voilà, on est en train de faire face à différents impacts de changement climatique et de plus en plus remarquables. Donc on doit réagir très rapidement et on voudrait aussi encourager nos fournisseurs à devenir les meilleurs sur le marché en termes de développement durable. Et ensuite, passons aux actions. Donc, 3 actions qu'on a identifiées. Commencer d'abord avec l'efficacité énergétique. Donc, c'est la première action qu'on a recommandée à nos fournisseurs parce que ça permet en même temps de réduire les émissions et réduire les coûts de l'énergie. La deuxième action, c'est l'électrification du système de climatisation, de chauffage et de process. Donc, avec la crise énergétique récemment en Europe, on voit que éliminer l'énergie fossile et passer à l'électricité, ça peut donner les gains aussi financiers sur le long terme. Et enfin, pour atteindre la neutralité carbone, il faut adopter l'énergie renouvelable. Donc, le couple électrification et l'énergie renouvelable devient de plus en plus très important dans les pays où il y a des mix énergétiques qui vivent une grande partie de l'énergie fossile. Donc, on a créé tout un programme pour nos fournisseurs. Donc, comment on a conduit nos programmes depuis 2021? On a commencé avec un kick-off au niveau global au début 2021. On a invité nos fournisseurs à participer dans un kick-off piloté par le top management de Schneider. Et les fournisseurs qui sont d'accord pour rejoindre le programme ont été reçus une enquête de leur maturité qui nous a permis de savoir où ils sont au niveau de connaissances sur décarbonation et après qu'on adapte notre approche en fonction de leur maturité. Ensuite, on a organisé beaucoup de formations pour nos fournisseurs. Donc, ces formations-là sont organisées toutes les 2 semaines. Et puis après, il y a aussi les meetings de communauté tous les mois avec les experts de Schneider. Et puis aussi, on invite les fournisseurs à partager leur expérience.
Donc, ce sont vraiment des sections où on travaille main dans la main avec les fournisseurs pour les donner toutes les connaissances nécessaires afin de conduire le programme. Et puis, au début 2022, nous avons lancé pour la première fois notre plateforme Zego Hub. Donc, c'est une plateforme digitale là où on a mis tous les outils et les formations pour les fournisseurs. Comment calculer les émissions, comment définir objectifs, comment aller convaincre les managers, par exemple, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas eu les objectifs dans les décarbonations. Et on a aussi créé un partenariat avec CDP pour supporter nos fournisseurs dans le reporting. Donc, plus concrètement, on a fourni un certain nombre de licences gratuites à nos fournisseurs, les petites et moyennes sociétés, afin qu'ils puissent se familiariser avec le reporting et s'avancer dans la démarche. Ensuite, au milieu de l'année, on a créé la deuxième version de Zego Hub avec les contenus plus avancés, plus détaillés et surtout un outil de calcul des émissions, scope 1, scope 2, pour plus de sites, plus de pays. Donc, les fournisseurs ils peuvent utiliser cet outil pour calculer leurs émissions et donner à Schneider. Et puis, comme on sait que l'énergie renouvelable est un levier très important, alors que parfois c'est considéré par beaucoup d'entreprises comme une barrière financière. Avec le département Sustainability Business de Schneider, on a créé un Supply Chain Renewable Initiative. L'idée, c'est de rassembler plusieurs entreprises de petite et moyenne taille dans un groupe pour maximiser le pouvoir et minimiser le coût quand on veut acheter de l'énergie renouvelable. On a aussi mis en place un playbook qui donne toutes les solutions de décarbonation basées sur l'expérience de Schneider, qui permet aux fournisseurs de consulter et puis appliquer chez eux. Et puis, on a organisé aussi une campagne qui s'appelle iAccelerate. Donc, il s'agit des sections soit sur site, soit en ligne dans chaque région où on a invité les fournisseurs et aussi les experts de Schneider et puis les experts externes de décarbonation pour venir discuter, partager d'expériences. Donc, avec cette campagne de iAccelerate qui est organisée dans toutes les régions du monde, ça permet à nos fournisseurs de se sentir plus confiance. Donc, ils ont pris un engagement plus important dans la décarbonation et aussi pour être plus compétitifs par rapport à leurs confrères. Donc, on appelle ça la compétition positive. Alors, et puis en 2023, on a aussi lancé Zego Activate. Donc, c'est un outil qui permet aux fournisseurs non seulement de calculer les émissions, mais c'est aussi définir l'objectif, définir une démarche de décarbonation pour atteindre leur objectif. Plus important, les fournisseurs peuvent aussi rentrer en contact avec les fournisseurs de solutions, les solution providers de décarbonation dans leur région, afin de vraiment implémenter des solutions et ce n'est pas seulement prendre des engagements. Donc, en fait, c'est une solution que Schneider a créée pour nos clients petites et moyennes entreprises, mais dans le cadre du projet TZCP, on a donné des licences gratuites aussi à nos fournisseurs pour utiliser. Et puis, en la fin 2023-2024, on a concentré sur les supports plus locaux, parce qu'on a remarqué que toutes les initiatives, avant, on a lancé au niveau global, mais on est conscient qu'il y a des barrières et des challenges propres à chaque région. Donc, on a vraiment mis l'accent sur les supports locaux. Donc, par exemple, moi, je supporte localement les fournisseurs en Europe. Ça m'est arrivé parfois de visiter les fournisseurs sur site, de qualifier leur système actuel et donner les conseils adaptés à leur situation. Donc, toutes ces actions nous ont permis d'arriver à un résultat remarquable. Donc, aujourd'hui, parmi les 1015 fournisseurs dans le programme, plus de 90% ont déjà calculé leurs émissions Scope 1, Scope 2 et on arrive jusqu'à le premier trimestre de 2024, un résultat moyen de 33% de réduction des émissions chez nos fournisseurs. Donc, comme le projet Zero Carbon Project, c'est un des premiers projets de son type au niveau d'engagement en nombre d'importants de fournisseurs. Donc, bien sûr qu'on a survécu à beaucoup de challenges. Le premier, c'est le niveau de maturité des fournisseurs. Donc, en fait, 70% de nos fournisseurs étaient les débutants. Donc, quand on a parlé du sujet en 2021, ils ne savaient même pas comment calculer les émissions. Et puis, 2 tiers parmi eux sont les PME.
Ça veut dire qu'ils n'ont pas de connaissances ni de support. Il y a beaucoup de sociétés, au début, quand on a commencé, ils n'ont même pas une personne qui est en charge de sujets RSE. Maintenant, heureusement, il y en a quelqu'un. Donc, pour aider vraiment cette population, on a organisé beaucoup de formations, plus de 200 sections. On a fourni les outils digitaux, des fiches de diagnostic, des playbooks, etc., pour aider nos fournisseurs à vraiment appréhender les connaissances nécessaires pour mener par eux-mêmes le projet de décarbonation. Tout ça avec le support de nos outils, nos plateformes digitales, nos EcoHub et EcoActivate. Deuxième, comme Arnaud a mentionné, il y a la disparité entre les régions parce qu'on a en fait nos mines fournisseurs, ça se trouve dans quasiment tous les pays autour du monde et on sait que les régulations autour des pays ne sont pas les mêmes. Il y a certaines régions, il y a plus ou moins comme des facilités à accéder dans toutes les aides du gouvernement ou pour acheter l'énergie renouvelable. Et puis la sensibilité des fournisseurs au sujet ne sont pas pareilles non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a concentré beaucoup sur les supports locaux avec les supports visites sur site. Et bien sûr, on demande un engagement très fort de notre équipe des achats pour encourager les fournisseurs. Et puis, bien sûr, le sujet de qualité de données, parce que, en fait, la plupart de nos fournisseurs ont calculé pour la première fois leurs émissions. Donc, il y a sûrement des erreurs. Et puis, on collecte beaucoup de données. Et puis, depuis 2021, il y a des évolutions dans le business. Parce qu'il y a des sociétés, par exemple, qui ont racheté ou qui rachètent une autre société, des sites fermés. Donc, il y a tout le changement qui peut créer parfois les mauvaises qualités de données. Donc, pour régler ce problème, on a mis en place des outils digitaux pour vérifier les données de façon automatique et assurer que la qualité est bonne. Et on demande aussi à nos fournisseurs de déclarer publiquement leurs émissions et résultats sur leur site internet ou dans le Sustainability Report. Donc en fait, ça leur rend plus responsables de leurs données et aussi leur encourager à communiquer positivement sur leurs progrès. Et bon, quand on parle de challenge, il faut parler aussi de l'avantage, parce que Schneider, comme on a l'expérience dans l'énergie management, donc on a pu profiter de l'expertise interne pour aider nos fournisseurs. Donc si ce n'est pas le cas de votre entreprise, donc voilà, demander l'aide d'une société externe comme EcoAct ou similaire peut s'avérer nécessaire pour vraiment supporter les fournisseurs. Alors, pour la conclusion, donc, un projet de décarbonation de la chaîne de valeur avec l'engagement de fournisseurs doit être vraiment supporté par le top management et il faut collaborer fortement entre les départements. Ce n'est pas seulement le travail du département de développement durable, mais aussi l'équipe des achats et seulement quand tout le monde collabore et travaille pour un objectif commun qu'on peut y arriver. Deuxièmement, au début d'un projet, on n'aura pas la réponse à toutes les questions. Par exemple, comment définir les KPI, comment gérer les données. Mais il faut être courageux et prendre des objectifs ambitieux parce que voilà, la planète ne nous attend pas à avoir la réponse à tous les sujets. Quand on parle de l'objectif ambitieux, mais il faut commencer doucement parce que nos fournisseurs, ils peuvent être des débutants. Donc, les succès au début, c'est très important pour eux, pour avoir plus de confiance, pour engager sur les étapes suivantes. C'est pour ça, en fait, dans le Zero Carbon Project, on a fait le choix au début de travailler sur Scope 1 et Scope 2 de nos fournisseurs seulement. Donc, pour la période entre 2026 et 2030, on est en train de considérer l'inclusion de Scope 3 de nos fournisseurs dans la démarche. Donc, maintenant, avec tous les efforts qu'on a faits depuis 2021, nos fournisseurs se sont plus prêts à entamer les actions sur leur scope 3. Et puis, on note, voilà, il ne faut pas attendre d'être parfait, parce qu'en fait, on ne sera jamais parfait. Et puis, au début, il y aura sûrement des incertitudes, des erreurs, mais il faut réagir très rapidement. Et puis, le travail avec les fournisseurs, c'est vraiment une collaboration, parce que les fournisseurs, c'est notre partenaire de décarbonation sur un long terme. Et chaque entreprise, il y a des barrières, des challenges propres à eux, donc il faut les écouter attentivement et travailler avec eux pour les aider à résoudre leurs problèmes. C'est seulement ça qu'on peut avoir vraiment leur collaboration. Il faut aussi être prêt à investir du temps et des ressources parce que nos fournisseurs, la plupart sont des PME, ils n'ont pas assez de connaissances ni ressources.
Je ne dis pas que voilà, certains parmi eux font la décarbonation peut-être seulement parce que le client demande. Donc il faut être prêt à les accompagner et leur donner tout le support nécessaire pour que nos fournisseurs fassent la décarbo. Et puis bien sûr, en tout, il faut collaborer non seulement entre nous et les fournisseurs, évidemment, mais aussi collaboration avec les équipes internes entre les achats et développement et le département de développement durable. Aussi collaborer avec notre confrères. Par exemple, Schneider a rejoint l'alliance Pacte PME avec les autres rencontres en France pour supporter tous nos fournisseurs en fait, dans la démarche de décarbonation. Donc voilà, ma présentation termine là. Donc j'espère vivement que vous allez mener à bien votre projet de décarbonation de la chaîne de valeur. Merci. On va passer aux questions-réponses. Un dernier mot pour dire que l'expérience de Schneider est précieuse, nous a permis de vraiment consolider une offre complète qu'on peut agencer selon les besoins des entreprises et où on profite justement de tous les avantages de Schneider qui ont été évoqués par Cam. Et donc, vous pouvez nous rejoindre. On fait notamment une présentation d'un outil à 13h45 sur le stand. N'hésitez pas à scanner le QR code aussi pour parler directement avec nous et on sera présent sur le stand. On peut maintenant prendre des questions. Merci, il nous reste Arnaud, beaucoup de temps. merci Cam et à vos questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle ou c'est voilà, peut-être à nous. Alors, reste Arnaud. Aurélie, c'est toi qui circule, ok. On va faire comme ça, excuse-moi. Bonjour. Bonjour. Christophe Dallatoré, IBM Procurement. C'était une question plus pour Cam, enfin pour vous aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une définition d'un ROI? Comment il est composé? Et est-ce qu'il y a un ROI pour Schneider et un ROI pour les tiers? Parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs. Est-ce que ça fait partie des indicateurs? Alors, concrètement, on ne parle pas de ROI dans notre projet. C'est vraiment, en fait, au début, c'était difficile de définir quels sont les efforts qu'on a dû mettre en place. On sait qu'on a mis en place beaucoup de choses, mais on ne parle pas de ROI parce que quand on parle de ROI, c'est une vision plus court terme. Alors qu'ici, ce qu'on veut encourager nos fournisseurs, c'est de travailler sur le long terme. Et ils doivent être conscients des avantages pour eux sur le long terme et ne pas focaliser sur les retours d'investissement court terme. Donc voilà, non, il n'y a pas de ROI défini. Alors d'autres questions, voilà, par ici, et puis après par là-bas. Bonjour. La question c'était si vous avez un peu la distribution pour les réductions en émissions. Vous avez dit globalement il y a une réduction de 30%. Ces 30%, ils viennent de l'usage d'énergie renouvelable, d'achat de crédit carbone ou de réduction vraiment de la consommation d'énergie? Oui, merci pour votre question très intéressante. D'abord, dans le projet, on n'encourage pas l'achat des crédits carbone. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de sujets. Donc, en fait, on encourage vraiment nos fournisseurs d'abord sur l'efficacité énergétique. On n'a pas une vue très claire sur aujourd'hui 33% qui sont la composition, mais on sait qu'en fait, depuis le 2021, nos fournisseurs ont vraiment mis en place beaucoup d'actions dans l'efficacité énergétique, parce que c'est la première action qu'on leur encourage. On peut dire que peut-être en ce moment, qu'on encourage un peu plus de passer en l'énergie renouvelable parce qu'on sait que l'efficacité énergétique, jusqu'à un moment, ça atteint la limite en fait. Donc en ce moment, on est en train d'accélérer sur l'énergie verte, mais je veux dire qu'au début, depuis 2021, c'est principalement l'efficacité énergétique. Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci pour le partage et les échanges. J'ai eu la chance d'être dans une entreprise où les fournisseurs étaient plus petits que nous et donc les accompagner avec probablement bien moins bien fait que ce que vous avez proposé, mais on sentait la capacité à les accompagner et à les emmener avec nous. Je suis aujourd'hui dans une entreprise où les fournisseurs sont plus gros que nous. Est-ce que vous auriez des conseils à donner pour mener les mêmes démarches? Parce qu'avec les mêmes types et les mêmes énergies, c'est beaucoup plus long, voire totalement inutile parfois. Donc auriez-vous des conseils à donner quand le fournisseur est beaucoup plus gros et pas forcément européen avec les législations françaises? Merci. Les initiatives sectorielles. C'est un peu simple comme réponse, mais effectivement, on ne peut pas forcément toujours y aller seul, on n'a pas forcément toujours les marges de manœuvre.
Donc une première réponse, c'est se concentrer là où on a de la marge de manœuvre, là où on sent qu'on a une collaboration suffisante, une relation suffisante avec le fournisseur pour entrer dans une démarche de décarbonation. Et on voit de plus en plus d'initiatives sectorielles qui émergent et qui permettent justement à des entreprises plus bas dans la chaîne de valeur de se regrouper pour avoir plus de marge de négociation. Toujours dans la même logique de coopération même entre compétiteurs, mais sur ces sujets-là, qui est nécessaire. Oui, bonjour, Ludovic Arga, Orange, et puis je suis conférencier aussi sur ce sujet-là la nuit. Dit autrement, si on écoute la science, il n'y a pas d'atténuation sans que ce soit de l'atténuation transformationnelle. Et donc ma question est la suivante, c'est bien au-delà de 2025 et de 2030, est-ce que vous avez mis en place en interne une cellule de réflexion sur comment vous transformer profondément, puisque de toute manière, il n'y aura pas que l'efficacité ou la transformation énergétique qui va passer pour faire les moins 90, vous allez devoir vous transformer en profondeur et en particulier intégrer de la sobriété, dit autrement, réduire les flux d'énergie et de matière. Merci. Oui, effectivement, parce que c'est très bien comme question, parce que comme vous avez vu au début, comme j'ai parlé au début, qu'on travaille sur l'intensité carbone. Donc l'intensité carbone, ça veut dire que parfois les fournisseurs, comme on dit, ils peuvent voir que leur émission absolue augmente, mais avec l'augmentation de chiffre d'affaires, ça permet d'avoir l'intensité carbone négative. En fait, c'était un choix parce qu'on sait qu'au début, c'était difficile pour nos fournisseurs de réduire les émissions à valeur absolue. Et comme j'ai montré, en fait, à partir de 2026, on va travailler sur la réduction de valeur absolue. Donc, on a besoin, bien sûr, des transformations pour la sobriété, comme on dit, énergétique. Donc, concrètement, en fait, on est en train de voir, à partir de 2026, on va travailler avec nos fournisseurs sur la réduction de leur carbone footprint des produits. Donc, valeur absolue, hein, ce n'est pas non plus des actions. Et puis... c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. On sait qu'il n'y a pas toutes les réponses à toutes les questions. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner une image très claire parce qu'on est toujours en train de travailler. Mais je suis d'accord avec vous, il faut avoir vraiment une transformation en interne. Et on sait que chez Schneider, en fait, au moins sur notre scope 1, scope 2, on arrive. Notre comment on dit, neutralité carbone, ce n'est pas seulement grâce à l'énergie renouvelable, mais on a réalisé beaucoup de projets en efficacité énergétique aussi. Et c'est la même chose qu'on encourage à nos fournisseurs de le faire. Bonjour. Bonjour. Vous parliez de collaboration entre entreprises. Est-ce que vous mettez à disposition, est-ce que vous vendez votre plateforme Zeigo? C'est un petit peu l'écueil et la beauté d'une plateforme. Elle est d'autant plus puissante qu'elle est grosse et unique. Et ça peut, pour faciliter la collecte des fournisseurs, ne pas remplir plusieurs fois les mêmes points de données. Est-ce que vous mettez à disposition votre plateforme? Oui, donc maintenant, on a rejoint les équipes de Sustainability Business, donc qui était la division conseil de Schneider. L'idée, c'est qu'on est en train de faire une passation des outils qu'ils avaient eux et des outils qu'on a nous, comme par exemple celui qu'on va présenter. Donc oui, on est en capacité, EcoAct, qui devient partie de Sustainability Business, de mettre à disposition Zeigo. Oui, bonjour. D'abord, félicitations pour toutes les actions qui sont mises en œuvre. C'est presque le best case scénario de ce qu'on pourrait espérer voir en termes d'ambition d'un projet de décarbonation venant d'une grande entreprise. Moi, ce qui m'interpelle, c'est d'imaginer le budget que ce genre de projet représente pour l'entreprise. Comment est-ce qu'une entreprise arrive à mettre à disposition un tel budget? Est-ce qu'il y a presque un positionnement pratiquement mécène de décider de mettre à disposition un tel budget pour une initiative aussi ambitieuse qui embarque le reste du secteur? Oui, merci beaucoup de votre question, très intéressante. Et en fait, ça arrive à chaque fois quand on présente nos actions sur le développement durable, les gens ils me demandent les budgets et tout. En fait, l'engagement de développement durable de Schneider, c'est vraiment dans la stratégie de l'entreprise. Et on a vu les fruits de ces actions-là. Parce qu'on a investi depuis plus de 18 ans, qu'on voit que notre action, ça augmente en termes de valeur depuis quelques années. Donc, ça nous montre que nos investissements, il y a quand même, ça apporte des bénéfices financiers.
Ce n'est pas le mécénat comme vous dites, mais c'est le même message qu'on voudrait donner à nos fournisseurs. Ils devraient le faire pour leur bien, parce que aujourd'hui, peut-être que le Schneider était le premier client qui demande, mais il y a de plus en plus de clients qui demandent la même chose. Donc s'ils ne le font pas, ils ne vont pas être compétitifs sur le marché. Donc ici, ils veulent vraiment pérenniser leur activité, il faut travailler sur le développement durable. Donc nous, on considère que voilà, c'est un investissement, comme l'investissement sur la qualité, sur la structure. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Parce que je vois qu'on arrive au terme de notre temps imparti. Alors, une dernière question ici. Est-ce que, voilà, pour clôturer la session. Alors, merci à nouveau. Donc, moi, c'est plutôt le lien avec la CSRD. Donc, aujourd'hui, quelle interaction entre la CSRD et vous? Quelle valeur vous apportez à la CSRD? Quelle valeur la CSRD vous apporte avec cette démarche? Alors, le CSRD, on peut dire que le sujet se devient plus d'actualité un peu après qu'on a lancé le projet. Donc, concrètement, aujourd'hui, ça n'impacte pas vraiment TZCP parce qu'on a lancé TZCP depuis très longtemps. Mais on utilise aussi comme un levier pour encourager les fournisseurs qui sont un peu plus en retard sur la démarche par rapport aux autres. Et on peut utiliser comme un levier fort pour vraiment discuter avec le top management des fournisseurs pour qu'ils prennent en compte des actions plus concrètes afin de devenir plus avancés sur la démarche. Voilà. Peut-être compléter très rapidement là-dessus. On fait des analyses de double matérialité chez EcoAct, qui est un outil extrêmement puissant en fait, pour dessiner la chaîne de valeur, pour identifier les zéros et pour aller voir les directions achats. Et initier les directions achats à tous ces sujets ESG qui sont complexes directement sur leur activité, sur leurs enjeux, avec si possible des chaînes de valeur plutôt fines qui leur permettent d'en tirer des conclusions. Donc c'est aussi un très très bel outil. Un grand merci pour votre participation, un grand merci à nos deux intervenants. Nous retrouvez-nous à 13h45 sur le stand EcoAct au 3e étage. Et puis sinon, bonne continuation.